Bonjour, nous allons maintenant voir le deuxième volet de notre cours sur la ventriculo-cysternostomie endoscopique en pédiatrie, qui va traiter des indications de la ventriculo-cysternostomie endoscopique et de ses résultats. Alors tout d'abord, la ventriculo-cysternostomie endoscopique, c'est une technique qui est standard en urgence lorsqu'on admet en particulier des tumeurs de la fosse postérieure, et qui a un grand nombre d'autres indications et qui a montré sa supériorité sur les valves sur lesquelles on va encore assister, tout en sachant que ça ne permet de traiter qu'à peu près un tiers des hydrocéphalies. Donc malheureusement, ça n'est pas la solution, ça n'est pas une panacée pour les hydrocéphalies du petit nourrisson, comme on va le voir. Alors, le rationnel de la ventriculo-cysternostomie endoscopique, c'est la circulation du liquide. On a du liquide qui est sécrété dans le ventricule latéral, qui s'écoule par le Monro dans le troisième ventricule dans le quatrième, et le quatrième ventricule dans les citernes par le foramen de Louchka. Des citernes de la fosse postérieure, ça remonte dans les citernes de la base, mais également il y a un contingent du LCR qui part dans la duomère spinale. Et on a, au niveau des citernes supratentorielles, on va avoir les villosités arachnoïdiennes qui vont absorber ce liquide dans les sinus duraux, et ce liquide va repartir dans le sang artériel. Au niveau spinal, on a également une absorption, le liquide se retrouve dans le sang artériel et la boucle est bouclée. Alors, quand on a une obstruction au niveau intraventriculaire, on va avoir une hydrocéphalie par sténose du Monro, de l'aqueduc ou des foramen de Louchka, qui sont illustrés ici. Quand on a une obstruction extraventriculaire, on disait auparavant une hydrocéphalie communicante, en fait c'est obstrué, mais c'est obstrué en dehors des ventricules. On va avoir une dilatation des ventricules avec une augmentation du flux dans l'aqueduc, comme on le voit ici. Quand on a un trouble de l'absorption et une hyperpression veineuse, comme ici dans une craniocénose, on va avoir une hydrocéphalie en amont de cette résorption du liquide. Au niveau spinal, on peut avoir par exemple une tumeur spinale qui va pouvoir se révéler par une hydrocéphalie. Et puis, l'hyperproduction de liquide au niveau des plexus artériels, des plexus choroïdes, vont pouvoir entraîner une hydrocéphalie dans le cas notamment des tumeurs du plexus choroïde. C'est à peu près le seul cas. Alors, dans l'hydrocéphalie intraventriculaire, ça va pouvoir se traiter par une septostomie endoscopique ou une ventriculo-cysternostomie endoscopique quand il y a un blocage de l'aqueduc ou de la sortie du quatrième ventricule. Lorsqu'il s'agit d'un blocage dans les citernes de la fosse postérieure, la ventriculo-cysternostomie peut être efficace parce on a encore des citernes supratentorielles qui peuvent être perméables, mais si ça ne marche pas, c'est le shunt. Et quand on a une obstruction des citernes de la base et des villosités arachnoïdiennes, c'est le shunt ou éventuellement le diamox si on a une hydrocéphalie qui est peu évolutive. Le shunt également dans l'hydrocéphalie d'origine médulaire et parfois le diamox, sinon l'exérèse de la tumeur quand il s'agit d'une hyperproduction du liquide. Donc vous voyez que la place de l'endoscopie, elle s'adresse essentiellement aux obstructions intraventriculaires, y compris jusqu'à la sortie du quatrième ventricule, et parfois même aux obstructions qui sont limitées aux citernes de la fosse postérieure. Alors, le prérequis pour l'endoscopie, c'est qu'on ait une hydrocéphalie déjà pour avoir de la place pour travailler, des ventricules dilatés, un plancher abaissé qui nous montre qu'il y a un gradient de pression de l'intérieur vers l'extérieur, un V3 qui est libre, qui nous permet d'accéder au plancher, un foramen de Monro qui est large, sachant que l'imagerie a toujours tendance à sous-estimer la taille du Monro, qui est oblique dans les trois plans, ce qui fait qu'il est généralement plus large qu'il ne semble sur l'imagerie. Et le plancher du troisième ventricule, il est aminci, et toutes les structures fonctionnelles sont refoulées latéralement dans l'hypothalamus, et on a un tissu non fonctionnel, pratiquement avasculaire au niveau du plancher du troisième ventricule. Et puis, ça suppose bien sûr que les citernes soient perméables, ce qui est parfois difficile à voir sur l'imagerie, et encore plus que la résorption du liquide soit conservée, ce qui est souvent au-delà de ce que l'imagerie peut nous donner comme information. Donc, les indications de la ventriculo-cysternostomie endoscopique, c'est l'obstruction de l'aqueduc. On peut avoir une sténose, mais également une tumeur, à condition que le troisième ventricule soit libre. Ici, c'est un enfant qui avait eu une ventriculo-cysternostomie endoscopique initialement, et lorsque la tumeur a grossi, c'était un growing teratoma syndrome.
lorsque la tumeur avait grossi alors qu'elle répondait à la chimio. C'est le paradoxe du chronique tératoma syndrome. À ce moment-là, le troisième ventricule n'était plus accessible, le plancher n'était plus accessible à la ventriculo-cysternoctomie endoscopique. Et comme je l'ai dit à l'instant, les indications de la ventriculo-cysternoctomie endoscopique, ça inclut les cas où le quatrième ventricule est exclu ou est dilaté sous pression parce qu'il y a une occlusion des foramen de Louchka. Ici, on voit ici un quatrième ventricule qui est dilaté avec un tronc cérébral qui est plaqué vers l'avant. Il y a du flux dans l'aqueduc, mais manifestement, c'est à la sortie du quatrième ventricule que le problème se passe. Et sur les coupes axiales, on voit une dilatation des récessus latéraux du quatrième ventricule. Maintenant, quand on a ce type d'anomalie, il faut se demander à quoi est due cette obstruction des voies de sortie du quatrième ventricule, parce que s'il y a eu une infection, une hémorragie, là, on risque d'avoir une hydrocéphalie mixte. Alors, les indications qui sont à bien peser, c'est donc les hydrocéphalies où, quand il y a eu une hémorragie ventriculaire, quand il y a eu une méningite. Ici, on voit une endoscopie qu'on a fait dans une méningite pour essayer de décloisonner cette hydrocéphalie, pour simplifier un peu cette hydrocéphalie qui était assez ingérable. Et bien évident qu'on n'a pas pu faire une ventriculo-cysternoctomie efficace chez cet enfant qui finit par avoir une valve, mais qui au moins a mieux fonctionné que si on n'avait pas fait l'endoscopie. Ensuite, on peut se poser la question de reperméabiliser l'aqueduc, ce qui est indiqué quand on a un V4 exclu sous pression, comme ici. On va voir une vidéo dans un instant. Dans la myéloméningocèle, on peut avoir des difficultés parce que, comme vous le voyez ici, les deux thalamies sont fusionnés sur la ligne médiane, ce qui fait que la voie de passage pour l'endoscope est quasiment nulle. Malgré tout, ça peut quand même rendre service, notamment dans les hydrocéphalies tardives. Et dans des craniosténoses, dans des malformations de Chiari, on peut également avoir de bonnes indications, et tout en sachant qu'il peut y avoir un décalage entre l'efficacité radiologique et l'efficacité clinique. Ici, en juillet 2016, on avait un bon résultat sur le plan clinique. On a des tonsilles qui étaient un petit peu relevés et un plancher du troisième ventricule qui était bien remonté. Et puis, ça peut être une façon de faire un sevrage de valve quand on a une valve qui se bouche à répétition. On dit qu'on peut tenter la ventriculo-cysternoctomie endoscopique. Ça peut être et l'obstruction de valve peut en fait être l'occasion de devenir shunt indépendante, une sortie par le haut en quelque sorte. Il faut toujours se dire que les difficultés de la valve sont des opportunités pour l'endoscopie. Quand on a une hydrocéphalie qui était initialement obstructive, ou bien des hydrocéphalies qui deviennent secondairement obstructives, et quand on fait une ventriculo, chez ces patients, ça peut être très utile de faire une ponction lombaire en fin de bloc pour amorcer la pompe, pour inciter ce liquide à s'écouler par la stomie qu'on vient de faire. Ici, c'est un enfant qu'on avait valvé et qui a fait une perforation de diverticule de Meckel avec une péritanie qui a nécessité une intervention d'urgence, une mise en dérivation externe. Et puis, c'est lui qui avait ce quatrième ventricule qui était obstrué au niveau des foramen de Louchka. On a fait une ventriculo-cysternoctomie qui a magnifiquement bien marché et il était mieux qu'il n'avait jamais été avec sa valve une fois qu'il était sevré de sa valve. Les complications, évidemment, c'est comme toute chirurgie, il y a un risque de complications. Ça peut être des complications péropératoires, en particulier quand on fait un mauvais trajet. Vous voyez ici que le point d'entrée est beaucoup trop latéral et que la direction ne permettait pas de rejoindre les ventricules. Sur la ligne du milieu, on voit que le trou de traitement était beaucoup trop antérieur par rapport à la suture coronale, à 2,8 cm, c'est beaucoup trop antérieur, et ce qui fait que l'angle d'attaque n'était pas le bon pour, à la fois pour biopsier cette tumeur, mais également pour perforer le plancher du troisième ventricule parce qu'on était bloqué par la lame quadrilatère du sphénoïde. Donc, tous ces problèmes, et puis dans certains cas, il peut y avoir un saignement veineux, saignement artériel, notamment ici, probablement une blessure du tronc basilaire qui s'est heureusement bien terminée, mais c'était un coup de chance. Donc, il peut y avoir un saignement qui peut également venir de la commissure grise, et puis il peut y avoir également une lésion du tubaire qui provoque un diabète insipide. Globalement, la plupart de ces complications péropératoires, elles résultent d'un mauvais repérage. Donc, c'est vraiment très important, avant de s'installer, avant d'avoir mis les champs, de voir exactement par où on va passer pour ne pas se retrouver dans des soucis comme ça. Les problèmes hydrauliques qu'on voit en post-opératoire précoce, ça témoigne qu'en fait, la ventriculo-cysterno ne marche pas.
Il peut y avoir une fuite de liquide cérébrospinal. On voit ici l'enfant qui se vide de son liquide dans son lit. C'est favorisé également par des incisions linéaires. Ça peut vouloir dire qu'il y a un épanchement sous-dural, un épanchement sous-galéal. Et puis, on voit ici cet enfant, au moment où on va la réopérer, qu'il y a une énorme poche de liquide sous la peau et que sa ventriculo-cysternocystémie fonctionne en fait magnifiquement comme un drainage ventriculo-sous-galéal. Et donc, si la ventriculo ne marche pas, c'est soit qu'elle n'est pas perforée, que le plancher n'est pas perforé, soit qu'il est perforé, mais qu'il aboutit sur des espaces ménagers qui ne résorbent pas et qu'il s'agissait en fait d'une hydrocéphalie mixte. Ici, on a un exemple d'un enfant qui avait développé un épanchement sous-dural. Son plancher est remonté, mais manifestement, ça ne résout pas tous ces problèmes. C'est un problème qui était plus complexe que simplement une obstruction. Il y a des complications secondaires qui peuvent arriver, notamment une méningocèle qui peut se développer un petit peu comme une fracture évolutive. Une fracture évolutive, elle arrive quand il y a une lésion osseuse, une lésion diurmérienne et une lésion parenchymateuse. Et c'est de cette façon-là qu'on fait une ventriculo-cysternocystémie endoscopique. Et donc, si le liquide reste relativement sous pression, on va avoir cette hernie de parenchyme cérébral. Il ne faut pas fonctionner, hein, ce n'est pas du liquide sous la peau. Et la seule façon de guérir ça, c'est de faire une plastie ostéodurale, un petit peu comme on a fait ici, avec un petit volet qu'on a retourné à 180 degrés pour couvrir la plastide de Durmer. Et puis, on peut avoir une fermeture secondaire de l'astomie. Vous voyez ici un patient qui allait bien, et puis on a fait une IRM systématique, on a vu le plancher de troisième ventricule qui était franchement abaissé et qui a nécessité une réintervention. Donc la méningocèle, elle est favorisée par une coagulation de la Durmer. Là, c'est un plancher qui est en train de se refermer. On voit qu'il y a un orifice pontiforme et qui manifestement est insuffisant. Il faut se dire que ces refermetures tardives de l'astomie, ça peut être une cause de mort subite. Hein. Donc, ça a été publié dans la littérature. Et donc, il ne faut pas laisser traîner ces patients dans la nature. Il faut les réopérer, même s'ils ont l'air d'aller bien. Et souvent, post-opératoire, ils vont encore mieux. Les résultats, maintenant. Donc, comment est-ce qu'on évalue les résultats d'abord? On peut parler il y a le critère opératoire, bien sûr. On estime qu'on a fait une stomie quand on a une vue claire et non obstruée sur les citernes. Si on ne parvient pas à ça, c'est un échec primaire. On a le critère de l'imagerie. Hein, on va se baser sur l'imagerie post-opératoire qui montre que le plancher qui était abaissé est relevé, qu'il y a un flux à travers ce plancher. On voit que les ventricules sont moins sous tension. Malgré tout, les ventricules restent larges. Donc la taille ventriculaire, c'est un critère qui n'est pas très fiable, beaucoup moins que la forme des ventricules qui reprennent un aspect anguleux, que la taille des sillons corticaux qui redeviennent visibles, et puis l'aspect aux citernes, les citernes sont également plus perméables. Et puis, on peut voir sur l'IRM de flux, si on a une perméabilité à travers le plancher du troisième ventricule, ici, on a un flux qui s'arrête au niveau du plancher. Donc, c'est un échec. Alors, le critère opératoire, le critère en imagerie et le critère chirurgical, c'est qu'on n'a pas dû réopérer ces patients. Et donc, si on réopère, c'est donc un échec. Si on peut rattraper cet échec par une nouvelle ventriculo-cysternostomie, c'était un échec de l'opération, mais pas de la technique. Par contre, si on doit passer à une technique de valve, ce sera un échec de la technique. Et puis enfin, le critère clinique, est-ce que le patient est amélioré? Quel est le résultat sur le long terme? Alors ici, c'est un exemple d'un grand garçon qui avait un retard des acquisitions, des troubles de l'écriture, une ataxie. Et vous voyez que sa marche est extrêmement perturbée. Il est très hypotonique, très cérébelleux. Il a un doigt-nez qui est très perturbé, comme on va le voir dans un instant. Et puis, vous voyez, après l'opération, une fois qu'il a récupéré une marche quasiment normale, il va beaucoup mieux. Donc là, on est extrêmement content du résultat. Les résultats cliniques à long terme, on étudie les résultats cognitifs avec le développement, la scolarité, le bilan neuropsycho. Et vous voyez que dans à peu près les 2/3 des cas, on a un enfant qui a une scolarité normale. Certains enfants ont des difficultés, certains nécessitent de l'aide à l'école et certains une éducation spécialisée. Il peut y avoir également des problèmes visuels qui sont secondaires à l'hypertension intracrânienne avec un œdème papillaire et une atrophie optique. Malheureusement, quand il y a une névrite optique très évoluée en post-opératoire, le patient peut malgré tout évoluer vers une cécité alors que l'astomie est perméable
Et là, c'est tout à fait désolant de voir qu'on est intervenu trop tard. Il y a également un retentissement endocrinien chez ces patients qui peuvent avoir au départ une puberté précoce et qui peuvent avoir secondairement un syndrome diencéphalique ou des problèmes pour le déclenchement de la puberté ou de la croissance ou à l'âge adulte des problèmes de fécondité. On surveille également le périmètre crânien et là, ça peut être sujet à caution quand on a un périmètre crânien qui était très supérieur aux valeurs normales et qui va continuer de s'éloigner des valeurs normales lorsque l'enfant grandit. Est-ce qu'il faut réintervenir? Est-ce qu'il faut mettre en place une valve? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Toujours-il que les résultats cliniques, on va bien sûr les évaluer en fonction de la cause de l'hydrocéphalie et de son ancienneté. Donc les résultats chirurgicaux, globalement, ils sont nettement meilleurs que ceux de la valve. Vous voyez la survie sans réintervention dans l'endoscopie. On arrive à peu près 2/3 d'enfants qui ne sont pas réopérés. Et quand on compare avec l'hydrocéphalie valvée, là, évidemment, il n'y a pas photo. Puisque pour la valve, on est à 70% à 30% de réintervention à 1 an et 4/5 à 10 ans. Mais bien sûr, on compare des groupes qui ne sont pas comparables, ces enfants qui sont plus grands dans l'endoscopie en général, des pathologies différentes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce sont des techniques complémentaires et que chaque fois qu'on peut faire une endoscopie, on la fera. Malheureusement, ça n'est possible, comme je l'ai dit, que dans à peu près 1/3 des cas. L'échec primaire, il faut se demander si c'est un échec de l'indication ou un échec de la technique. Soit il y a une stomie qui n'a pas été faite, donc là c'est un échec de l'opération parce qu'il y a eu un mauvais trajet ou un saignement ou des anomalies anatomiques, ou bien parce que le plancher était épaissi et qu'on n'a pas bien pu passer à travers, on a eu trop peur de blesser le tronc basilaire, ou bien parce que le plancher était abaissé derrière le dorsum cellae, donc ça c'est un échec de l'intervention mais qui est possiblement rattrapable par une autre intervention. Ou bien il y a une stomie qui est inefficace parce qu'on a une fibrose arachnoïdienne ou parce qu'en fait, on avait une hydrocéphalie mixte. L'échec secondaire, comme je l'ai déjà dit, ça correspond à une sténose ou à une refermeture de la stomie. C'est plus fréquent chez les nourrissons. Ça peut être favorisé par le fait qu'il y a une tumeur qui va sécréter de l'albumine et qui va plus facilement, semble-t-il, obstruer cette stomie. Sur l'IRM, on voit que les ventricules se redilatent, que le plancher s'abaisse, qu'il y a une perte du flux dans la stomie. Et puis, un symptôme qui peut être intéressant radiologiquement, notamment au scanner, c'est une réouverture du trajet transcortical de la stomie. C'est un signe que la stomie ne marche plus bien. Et donc, au total, ça nécessite un suivi à long terme. Maintenant, quelle durée? Est-ce qu'à l'âge adulte, il faut continuer le suivi? En tout cas, dans les années qui suivent la ventriculocystérnostomie, c'est impératif de suivre l'enfant cliniquement et avec des IRM. Alors, si on a un échec de l'endoscopie, que ça s'est refermé, est-ce qu'on peut proposer une réendoscopie? À chaque fois que c'est possible, oui. C'est certainement une bonne option, à condition que l'enfant soit pas trop petit. Faut savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est refermé, et puis combien de fois on va réintervenir et après quel délai après l'intervention. Globalement, on voit qu'on a à peu près 60% de ces enfants qui ont été réopérés, qui ne vont pas reboucher une deuxième fois leur stomie. Donc ça vaut le coup d'essayer quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas y aller à la légère, il faut étudier le dossier, savoir ce qui s'est passé lors de la première intervention, savoir quels étaient les antécédents de l'enfant, s'il y a une hydrocéphalie mixte, par exemple. Chez le petit enfant, les résultats sont de bien moins bonne qualité. On voit ici que finalement, c'est les petits enfants qui sont responsables de une grande partie des échecs de la ventriculo. C'est sûr qu'avant 6 mois et même avant 1 an, on a quand même beaucoup d'échecs de l'endoscopie qui, malgré tout, peut avoir de bonnes indications, qui va nous simplifier une hydrocéphalie cloisonnée, par exemple. Mais en tout cas, les shunts ont plutôt un meilleur résultat que l'endoscopie. Mais encore une fois, il faut considérer les choses sur la longue durée. Parce que si le patient finalement n'a pas été évalué, c'est vraiment une chance qui peut valoir le coup de tenter. En tout cas, il y a un plus grand risque de complications chez le petit enfant. Et donc, c'est vraiment des indications à peser finalement au cas par cas. Donc, si on considère l'endoscopie
elle fonctionne d'emblée, coup de chance, ça fonctionne sur le long terme, l'enfant est amélioré, c'est la situation idéale. Après ce succès initial, on peut avoir un échec secondaire pour lequel on se posera la question soit de refaire une endoscopie, soit de mettre un shunt, en fonction des circonstances, en fonction de la décision qu'on prend au cas par cas. Si on a d'emblée un échec de la technique, c'est le shunt. Maintenant, le shunt, il peut fonctionner indéfiniment avec un peu de chance, mais sinon, il risque de s'obstruer, auquel cas, on se posera de nouveau la question d'une endoscopie qui peut fonctionner, ou bien d'une révision du shunt. Donc, vous voyez que ça fonctionne dans les deux sens. On peut avoir des échecs d'endoscopie qui conduisent au shunt et inversement des échecs du shunt qui conduisent à l'endoscopie. Donc, en résumé, l'échec qui peut résulter d'une fenestration pas faite, en particulier s'il y a un saignement, s'il y a des causes anatomiques particulières, c'est favorisé bien sûr par l'inexpérience de l'opérateur et ça nécessite un entraînement progressif, un encadrement seniorisé, éventuellement l'utilisation de la navigation pour pouvoir rentrer du premier coup au bon endroit. Échec peut être dû à une ventriculo qui est réalisée mais qui ne fonctionne pas parce qu'en fait c'est une hydrocéphalie mixte. C'est particulièrement vrai chez le nourrisson ou bien quand le patient a eu auparavant une valve ou qui a déjà eu une ventriculocysternostomie. Donc ça nécessite de bien sélectionner le patient. Parfois c'est un peu un pari qu'on fait sur le bénéfice de l'opération. Ça peut justifier de faire une dérivation ventriculaire externe en fin d'intervention ou préférentiellement une ponction ovaire, c'est plus simple, il y a moins de risques de complications. L'échec qui peut être dû à une fuite de liquide cérébrospinal ou une collection de liquide cérébrospinal, en fait, c'est un échec primaire, c'est parce que la ventricule ne marche pas, c'est souvent chez le nourrisson. Donc, obturer la cheminée de l'endoscopie, ça ne va souvent pas éviter les fuites, malheureusement. En tout cas, ça nécessite de fermer soigneusement, en particulier la dure-mère chez les petits-enfants. Et puis, l'échec secondaire, comme je l'ai dit, il y a une cicatrisation de l'ostomie qui peut être favorisée par la présence d'une tumeur. Ça peut également survenir lorsque la tumeur métastase. On a une hydrocéphalie qui était auparavant obstructive intraventriculaire qui devient secondairement une obstruction extraventriculaire. Et est-ce qu'une ouverture plus large, ça permet d'éviter ça? Est-ce que la chimio permet de contrôler la tumeur? Certainement. Donc, en tout cas, vous voyez un petit peu un panorama du rationnel de cette chirurgie et de ses résultats qui nous donnent envie de faire l'endoscopie chaque fois qu'il est possible. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez trouver des pages sur le site Armerance ou d'autres cours en ligne sur YouTube. Voilà, je vous remercie de votre attention.